Hello, bienvenue à toi. Hello, merci beaucoup. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Tu as vu à chaque fois je pose cette petite question, mais j'adore. Est-ce que tu aimes notre décor ? J'adore. Ça te plaît ? Très girly, ouais. Rien à dire. Est-ce que tu es girly, toi ? Un petit peu. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend du mood. Suivant ton mood, ton humeur du jour. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles qui ne te connaissent pas ? Oui, alors bonjour à tous. Moi, c'est Agathe Coé. J'ai 26 ans. Je suis ancienne infirmière, Miss et mannequin. Canon. Ça fait un sacré parcours. Ça te plaît ? Ça me plaît énormément. En tout cas, j'ai pu un petit peu évidemment regarder quelques informations sur ton parcours. Tu as eu des choses très marquantes et tu vas, je pense, nous en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'ailleurs quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Tu peux même remonter un peu plus loin dans l'enfance. J'aime bien un petit peu avec les Miss comprendre comment elles en sont arrivées là. Et puis souvent, tu sais, on voit un espèce de contraste entre la petite fille qu'elles étaient et la femme qu'elles sont aujourd'hui. Donc je veux bien que tu nous parles un petit peu de tout ça de manière un peu globale. Alors oui, si on remonte vraiment à l'enfance, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. J'étais plus une enfant. J'ai une sœur, donc on était deux filles à la maison. Et on a toujours eu ce côté, on a beaucoup de cousins cousines donc qui étaient très garçons, donc on jouait plutôt à Star Wars, à tout ça. On n'était pas trop dans les Barbie, tout ça. Plus ce côté-là aventurière, on était dans les petits villages, donc on partait faire du vélo, tout ça, un peu plus casse-cou. Et on a un papa qui est aussi très à nous dépasser sportivement, tout ça. Donc on a toujours été plus dans ça. Et le côté Miss, pour tout vous avouer, je n'ai jamais regardé. Je regardais pas forcément quand j'étais petite. Et ça s'est plus développé quand j'étais. J'avais quel âge ? Entre 17 et 18 ans. À cette époque-là, les réseaux commençaient aussi un peu plus. Et du coup, je suivais quelques Miss France sur les réseaux. Et c'est vrai que je trouvais ça trop cool, en fait. Elles m'intéressaient, elles étaient très inspirantes pour moi. Mais je me disais pas forcément, je vais participer. Et en fait, ça s'est fait tardivement, puisque moi, j'ai fait mes études. J'ai commencé une année de langue étrangère, donc rien à voir. J'ai arrêté. Après, j'ai fait infirmière. J'ai été diplômée. J'ai exercé pendant 2 ans. Pile pendant le Covid, en plus. Pile pendant le Covid. Super comme arrivée. Oui, très formateur. Ouais, tu m'étonnes. Mais assez dur, quand même. Et j'aime beaucoup ce métier, d'ailleurs, qui est dans l'humain, etc. Et puis après, casting de Miss, on m'a envoyé un message sur Instagram où j'avais un profil tout à fait banal avec des photos de vacances, un selfie. En fait, c'est quand j'ai fait un selfie que j'ai reçu un message. Et on m'a dit... C'est fou. Ouais. Je savais pas que ça pouvait se passer comme ça aussi. Donc t'avais jamais postulé, en fait ? Non. Mais ça arrive assez souvent, en fait. Je pensais pas non plus, mais je sais qu'il y a des chasseurs un peu de tête, comme on dit. C'est dingue. Et ouais, ils envoient des messages. Et après, au début, moi, je me suis dit, mais c'est vrai ou c'est une arnaque ? Oui, tu m'étonnes. En fait. En plus, sur Insta, tu sais, ça fait pas hyper... ça fait très... Ouais, voilà. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent via J'imagine. Instagram. Mais c'est vrai qu'au début, on se demande si c'est vraiment vrai, quoi. Et donc, j'ai participé au casting de Miss... Amandinois. Et premier casting, donc c'est là où en fait on arrive en robe talon, on défile un peu. Donc moi je mettais jamais de talons aussi, donc c'était un challenge. C'était nouveau. Voilà. Et puis après ça s'est enchaîné, donc j'ai été élue Miss Amandinois. Après j'ai participé à Miss Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que c'est Miss Amandinois ? C'est Miss Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord-Pas-de-Calais. Du coup c'est une ville. C'est une ville. C'est une ville très connue. Chez nous, en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Et quand tu reçois ton message sur Insta, donc tu es infirmière à ce moment-là. Donc, tu es vraiment dans ton truc, tu es à fond dans ton job, t'es pas du tout, t'es pas préparé à ça, t'as pas imaginé qu'un jour on pouvait te proposer une telle chose. C'est pas du tout un univers que tu guettes forcément plus que ça. T'es vraiment dans ton milieu d'infirmière, dans l'hôpital. En plus, en plein Covid, j'imagine que t'as dû voir des choses un peu compliquées. Ouais. Ça te tombe dessus, c'est un peu lunaire quand même, non ?
Ouais, tout à fait, c'est un peu lunaire. D'ailleurs, quand j'ai reçu le message, j'étais en salle de pause avec ma blouse blanche et je dis à mes collègues, ah, mais regardez ce que j'ai reçu et tout. C'est dingue. Ils sont là, ah, mais vas-y, fais-le et tout. Puis les gens, en fait, se sont aussi beaucoup investis pour moi. Moi, j'ai eu tout mon service, tous les médecins, aides-soignants, tout le monde, en fait, s'est regroupé et ça fédère aussi. Et ce qui est bien dans ce milieu, c'est qu'en fait, tout le monde était vraiment là à me soutenir et ça m'a vraiment poussée aussi. Hein. Ça m'a vraiment poussée. Et ça va être marrant de voir un petit peu, du coup, ce que j'aime bien, tu vois, parce que moi, je reçois beaucoup de femmes qui ont des parcours qui se sont reconverties, qui sont passées du salariat à l'entrepreneuriat. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi toi, tu as évolué pendant 2 ans dans le milieu hospitalier. Et puis maintenant, et ensuite, on parlera de ta vie, de ton quotidien actuel. Du coup, comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivée en tant qu'infirmière en plein Covid dans le milieu hospitalier? Comment ça se passe? Comment t'intègres ce milieu? Peut-être que tu avais des attentes et t'as peut-être été t'as déchanté, peut-être, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous emmener en immersion dans cette période-là, dans ces 2 années-là? Alors en fait, le métier d'infirmière, ce qui est bien, c'est qu'on est tout de suite dans le bain, c'est-à-dire qu'on a des stages et donc dans la première année déjà, on arrive dans le milieu et on voit un peu comment ça se passe réellement, même si on est étudiante à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand t'es diplômé, t'es lâché un peu comme ça, surtout quand c'était là en 2020, donc c'était pile le Covid. En fait, moi, j'ai été diplômée au CHR de Lille et j'ai exercé à Saint-Vincent-de-Paul dans un hôpital semi-privé. Et à ce moment-là, en fait, tout a été chamboulé. Donc, j'étais en fait obligée de me dire, ça va aller, Agathe, t'es diplômée, tu as les compétences et maintenant, il y a des gens qui comptent sur toi et qui sont là dans un lit et en fait... tu peux plus compter sur tes collègues parce que tout le monde était... En fait, c'est le bazar, quoi. Bien sûr, tout le monde est occupé. Il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de lits. Et en fait, tu dois juste faire de ton mieux, donner le maximum que tu as et aider les gens à ce moment-là. Et en fait, on déplaçait tous les services, tout devenait un service Covid. On n'avait pas assez non plus de matériel. On a vu beaucoup de morts aussi. Mon Dieu. Ouais, parce que y a des médecins réanimateurs qui arrivaient qui disaient de toute façon là il y a plus de lit en réa donc qu'est-ce que vous putain. On peut rien faire. C'est-à-dire qu'en fait le monsieur là il était en train de mourir et on pouvait pas le transférer. C'est horrible. Ouais. Et il y a des étudiants qui étaient là aussi à ce moment-là et il y a qui pleuraient et moi j'étais là mais c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer là, c'est horrible. Humainement parlant, on est dans un métier où on est censé aider, soigner, sauver. Et là, en fait, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas. Ouais, non, c'était pas facile. Après, elle est passée, cette période-là, et moi, j'étais en service de neurologie, où j'avais une très bonne team. On était une équipe assez sympa. D'ailleurs, ça aide beaucoup dans ces métiers-là. Ah ouais, tu m'étonnes. Heureusement. Faut rigoler aussi entre nous, parce que sinon, on rentre chez soi, et c'est vrai qu'on pense toujours aux patients. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai rien oublié? Et puis, il y a toute l'histoire aussi derrière de chaque patient, en fait. Tu t'absorbes. Tu t'attaches à eux? Tu t'es attaché, toi? Ouais, tu t'attaches. Après, moi, c'est un service où c'est pas forcément... Il y a des gens qui restent longtemps, et il y en a d'autres qui restent moins. D'accord. Donc, ça dépendait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup même des personnes âgées, etc., parce que c'est des maladies chroniques, donc... il y a des gens qui reviennent, des habitués, en fait, qui sont hospitalisés un moment, qui repartent chez eux, qui reviennent. On s'attache à eux, à leur parcours de Bien vie sûr. aussi. Et puis, forcément, on a des petits préférés. Hein. Évidemment. Il y a des petits dragueurs aussi. Hein. Ah, tu m'étonnes. Donc, non, moi, j'ai été mariée 3 fois. Là, non, Trop marrant. Ouais, non, c'est un beau métier. C'est un très beau métier. C'est juste qu'il n'est pas assez reconnu en France, quoi. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Ouais. Tu sais que nous, moi, en fait, j'ai une école en ligne qui permet aux femmes de se reconvertir, aux femmes salariées de se reconvertir vers l'entrepreneuriat. Et il y a une période, on a eu énormément d'infirmières. C'était un truc de dingue, ouais. Je ne pouvais plus. Quoi. Mais non. Et voilà, c'est à un moment donné, tu sais, t'as la passion du métier, mais malheureusement, tu te fais rattraper par la réalité et ça te dégoûte un petit peu de ce métier que tu fais à la base par passion, quoi. Exact. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein d'infirmières qui partent de la France, mais qui vont exercer ailleurs. Ouais. Dans les dom-toms, par exemple? Dans les dom-toms, c'est aussi un peu compliqué, mais par exemple au Canada, en Suisse, tout ça, ouais. Parce que le niveau de vie est différent. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que quand tu fais un métier comme ça, même si
tu dois aider l'autre et tu donnes beaucoup de toi, je pense que tu as aussi besoin d'un moment de reconnaissance et de vivre aussi correctement. Non, mais tellement. Et tu vois, c'est fou qu'en 2025, on parle encore de ces sujets-là. Alors moi, je sais pas, hein, j'évolue pas du tout dans le milieu hospitalier, mais je sais pas s'il y a eu un changement quelconque de reconnaissance, de... Avec le Covid, on était applaudis tous les soirs, je sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Attends, mais c'est moi que tu vous vois ? Non, vous vous souvenez Ne me vous vois pas, je t'en supplie. Si vous vous souvenez, par des gens. J'ai eu peur. Je me disais, putain, elle me vous voit, j'ai l'air si vieille. Non, t'inquiète. Merci. Mais du coup, je sais plus ce qu'on disait. La reconnaissance. On a eu juste une prime que Macron a. Mais vraiment, enfin, c'est rien. Ouais, c'était un peu. Puis une prime, c'est pas ce qui va aider. Non. C'est sur le long terme qu'il y a besoin de changement, en fait. C'est ça. Et du coup, ce métier, ce choix, de devenir infirmière, est-ce que c'est lié à ce que tu as vécu quand tu étais adolescente ? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on est ado, on est au lycée, je sais pas si toi, tu savais exactement ce que tu voulais faire, mais il y a beaucoup de jeunes qui savent pas où aller après le lycée, quelles études supérieures faire, etc. On choisit un peu parce qu'on nous donne les grandes lignes, mais c'est vrai qu'on connaît pas tous les métiers déjà qui existent. Complètement. Et donc je savais pas vraiment. Je sais que j'aimais bien les langues aussi, donc j'aimais bien le côté. Je voulais faire hôtesse de l'air à un moment donné, et puis j'ai eu ce qui s'est passé à mes 17 ans. J'ai eu une tumeur borderline de 10 kilos, de 9 kilos pardon, à mon ovaire droit. Et donc c'est ça. Je savais pas où après, ça se situait. C'est ça qui m'a un peu chamboulée, puisque j'étais hospitalisée, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait à l'hôpital. Et malgré ce qui m'est arrivé, j'ai été très bien prise en charge par les équipes paramédicales, par les médecins, par tout le monde, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est incroyable ce qu'ils font. Moi aussi, j'aimerais bien aider les gens comme ils m'ont aidé moi. Et c'est ça qui m'a donné aussi cette envie de devenir infirmière. C'est fou quand même. Je sais pas si t'en parles souvent, si c'est un sujet que tu J'en ai parlé parce que justement, avec les médias, etc., on m'a déjà posé plusieurs fois la question. C'est vrai que c'est un truc à chaque fois qui me touche, parce que c'est une histoire et c'est un truc très personnel finalement. Mais j'aime bien en parler, puisque je pense que je suis pas la seule non plus, et il y a déjà des gens que j'ai croisés qui m'ont dit moi j'ai eu ça, et c'est pour ça que j'ai voulu devenir médecin aussi. Souvent c'est quand même quelque chose qui est qui est au fond de nous, quoi. Bien sûr. Donc, bien sûr. Même familialement, j'ai ma grand-mère, j'en sais rien, qui est décédée de ça, du coup j'ai ok. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Oui, c'est bien ancré. Et t'as été très bien prise en charge. Ouais, moi j'ai été, franchement. En fait, il y a des gens. Moi, j'habite à Cambrai, donc c'est une petite ville à côté de Lille. Et le médecin m'a dit direct, c'est pas de mon ressort, je vous envoie à Lille. D'accord. Et c'est très bien aussi de sa part, parce que finalement, en fait, c'est aussi bien de savoir où sont les limites quand tu exerces ce métier. Parce Carrément. Que c'est quelque chose quand même. C'est des vies qui sont entre Absolument. les mains, quoi. Et donc, j'arrive à Lille, et là, en fait, tout a été très, très bien cadré. J'ai été accueillie par un médecin, un chirurgien, qui a dit, écoutez, on va faire comme ci, comme ça. Et puis, le mec savait de quoi il parlait, quoi. Même si c'était pas forcément facile à entendre, parce que à 17 ans, on sait pas, je connais pas du tout le milieu. Bien il y a sûr. des mots que je connais pas. Enfin, ils te disent des trucs, et en fait, ils te disent tout aussi, puisqu'ils sont obligés, en tant que médecin, de te dire le pire de ce qui peut se passer. Donc, tu es obligé de tout entendre. Et heureusement, des fois, il y a le mieux qui arrive, et c'est pas forcément ce qui se passe. Donc, oui, après, c'était un grand moment, mais heureusement que les équipes sont là pour guider, quoi. Mais même les familles, quoi, parce que mon papa, pareil, pas dans le milieu, donc forcément, ils sont là. Et puis quand c'est tes enfants, c'est terrible. Tu sais pas ce qui se passe, tu suis, et puis t'attends, bon, ok. Ben oui, t'attends, et tu remets les choses entre les mains d'une tierce personne, quoi. C'est ça. C'est ça qui est dur aussi. C'est super dur, ouais, c'est super dur. Mais bon, on a la chance aussi en France d'être d'avoir la sécurité sociale, d'avoir tout ça, d'avoir des gens qui sont là, une équipe complète, parce que moi, il y a aussi les psychologues. Faut pas oublier que c'est très complet, et ils nous envoient. Tout le monde est là au cas où si on a un souci. C'est global, quoi.
Et à quel point ça a bouleversé ta vie? Je parle pas d'un point de vue physique, enfin, peut-être qu'il y a eu un gros temps de récupération ou quoi, mais plutôt d'un point de vue psychologique. À quel point ça a bouleversé ta vie, même en positif, tu vois? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête après ça? Tu vois, est-ce que tu as senti des transformations, Je pense que je pense que c'est au fond de moi. Je pense que ça a quand même donné une force. Ça me donne une force de faire tout ce que j'ai fait là après, parce que je m'en sentais pas forcément capable. Oui. Et finalement, en fait, tu te dis, tu puises en fait tout ce que t'as vécu, c'est des épreuves qui te construisent différemment. Et je pense que oui, ça m'a donné une force intérieure, peut-être plus qu'une autre personne, je sais pas. Hein. Mais je me sentais pas forcément capable de faire les Miss non plus. Et puis, parce que oui, ça m'a bouleversée aussi physiquement, parce que j'ai une cicatrice sur le nombril. D'accord. Et ça, c'est toujours un complexe qui existe. Et pourtant, ça m'a pas empêché de faire les Miss, ça m'a pas empêché là de faire du mannequinat. C'est beau. Ouais. Et même si ça reste compliqué parfois, c'est le plus important, c'est de se dire, mais en fait, ça peut pas en fait tout. Tu peux pas rester sur ça dans le côté négatif, justement. Ça te sert à évoluer et à te dire, mais en fait, c'est génial, quoi. Et ça m'a aussi chamboulée dans le sens où j'ai appris à vivre différemment. C'est-à-dire que, en fait, tu te rends compte que la vie, elle est précieuse. Et à 17 ans, en fait, tu t'en rends pas compte. Parce qu'en fait, t'es au lycée. T'es immortel à 17 ans. T'as l'impression tu vas en boîte, tu sors avec tes potes, tu bois de l'alcool, tu testes tout. Tu testes tout, tu découvres. Ouais, complètement. Moi, à un moment donné, ça s'est arrêté, net. Et on m'a dit, écoute, là, tu dois aller te faire opérer en urgence parce que t'es à 2 doigts de... Voilà, quoi. Donc, c'est fou. Et comment tu t'en as aperçu, d'ailleurs? Il y a eu un moment, en fait, j'avais un ventre. Déjà de base, j'avais un ventre qui était pas normal. J'étais dans les vestiaires avec les filles en sport au lycée et je me disais, mais c'est quand même bizarre. Moi, j'ai un ventre quand même qui est un peu rond. Tu sais, comme les bébés un peu. Ah oui. Tu vois, les ventres un peu. Ok. Et je me suis dit, en fait, c'est ma morphologie. Enfin, tout le monde est différent. Bon. Et plus je grandissais, au fur et à mesure. Je pense que ça s'est développé aussi un peu plus vite à un moment donné. J'avais ma taille qui se voyait plus, mais que d'un côté. Donc j'avais une taille d'un côté et de l'autre, c'était droit. Et à un moment donné, je dis à ma mère, mais quand même, tu trouves pas qu'il est bizarre mon ventre? Et elle se dit, non, tu t'as un peu trop mangé des fois, tu vois, mais c'était pas méchant. Bien sûr, bien sûr. On se doute pas que, en fait, il y a un truc énorme qui est dans ton ventre, quoi. C'est fou. Complètement ouf. Ouais, et du coup, après, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit, on va faire une écho, mais bon, t'es comme ton père, toi, t'es eu le cas, parce que mon père est un peu grand, baraqué, tout ça. Il me dit, mais non, c'est rien. Mais en fait, c'est vrai que tu réalises pas, quoi. Tu te dis pas, c'est le pire, il va se passer maintenant, quoi. Il y a ça. Non, mais clairement. Ah ouais. Non, mais c'était un chamboulement pour tout le monde, en fait. Pour ma sœur aussi, pour ma mère, heureusement que t'as insisté quand même, hein, et que tu t'es écouté et... Ouais, en fait, c'était quand même un gros complexe. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Enfin, même pour m'habiller, j'essayais de le cacher et tout. Même si c'était, en fait, ça restait minime, mais en même temps gênant. Enfin, je sais pas. Mais pas complètement. Non plus, Tu savais que c'était un truc différent. Enfin, tu te sentais... Ouais. Et ça a duré combien de temps? Enfin, tu vois, le moment où tu te dis, j'ai un ventre gonflé, c'est comme ça, c'est ma morpho. Quelques mois, je pense. D'accord. Ouais. C'était pas quelques années, quoi. Non, ça s'est plus vu sur les derniers mois. Peut-être que c'était déjà là, mais au final, ça a tellement poussé mes organes vers l'arrière que mon ventre, il s'est adapté. Enfin, l'être humain, il est ouf. Donc, des fois, ça s'adapte à ta morpho. Mais et à la fin, pour te dire, ce qui a été fou, c'est que, en fait, quand j'ai appris que j'avais une tumeur de 9 kilos, c'était comme les femmes enceintes, tu sais, quand elles sont dans le déni de grossesse et que d'un coup, ils disent, si t'es enceinte, et là, ton ventre, il fait... Ah, oui, ça t'a fait pareil. Mon ventre, il est... Ouais. C'est ouf. Et j'étais là, mais en fait, là, je peux plus le cacher, quoi. Et c'est vrai que c'était... Là, ça me gênait. J'avais qu'une envie, c'est qu'on me l'enlève, quoi. Mais en plus, quand tu te pesais, tu devais voir que t'avais pas un poids... j'ai toujours été grande et fine, mais juste mon ventre qui était un peu gonflé. 10 kilos quand même. 10 kilos, j'ai perdu 10... Enfin, t'as perdu 10 kilos. J'étais 9 kilos de tumeur et au final, j'ai perdu 10 kilos globalement de l'opération, tout ça. Ouais, je faisais 54 kilos pour 1m80. Bon, après, ça va encore, mais... Oui, c'est quand bien même sûr, mais c'est fou, quoi. Et du coup, tu perds 10 kilos, quoi. Ouais, d'un coup, en une opération.
C'est un délire. Enfin, c'est impressionnant. Et puis, comme tu dis, enfin, tu vois, tu t'expliques que à 17 ans, t'es là, t'as l'impression d'être immortel, tu découvres la vie, tu testes des choses, tu t'amuses. Et là, d'un coup, t'es face à la réalité de l'adulte, en fait, tu vois. Ouais, d'adulte direct. Ça peut être hyper traumatisant, quoi. Enfin, c'est hyper dur d'affronter ça à cet âge-là. C'est un truc de dingue. Ouais, mais pour autant, ça te change aussi ta vision de vie, quoi. Ouais. Tu te dis, ok, maintenant, tu profites, t'as plus ce côté peut-être positif de la vie, tu vois. Ouais. Et t'as grandi plus vite, tu penses que t'as mûri plus vite grâce à ça? Oui, je pense que ça m'a aidé à voir autrement. Enfin, oui. La vie, tu la vois autrement. Quand t'es poussé dans des milieux comme ça, à l'hôpital, ou aussi, on te responsabilise. Enfin, pas qu'on te responsabilise, mais on te parle à toi aussi, parce qu'on parlait à mon père. Mais à 17 ans, on te parle aussi à toi en disant, écoute, il va se passer ça, 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 ça. On te dit des mots forts, etc. Et c'est vrai que là, tu dois te dire, en fait, t'es adulte, entre guillemets, et c'est à toi de réaliser aussi, de prendre en compte tout ce qui va se passer. Et on te demande aussi ton avis. Parce qu'on m'avait parlé de chimiothérapie, mais aussi d'une poche de stomie, parce que soi-disant on savait pas à quel organe ça allait être attaché, donc en t'opérant on va ouvrir, on va voir ce qui va se passer. Donc on te demande aussi, est-ce que tu es d'accord, qu'est-ce que tu veux dire? Bah oui, enfin, je n'ai pas envie de mourir, quoi. Oui. Donc faites ce que vous avez à faire. Mais sur le coup, tu dois quand même dire, oui. Enfin, tu dois donner ton avis, quoi. Mais bon. Ouais. Non, c'est fou. Mais... Ouais, c'est fou. Vraiment, c'est une sacrée histoire. Et j'ai regardé tes réseaux, et c'est pas quelque chose... alors, je comprends que t'aies pas envie d'être attaché à cette histoire, etc. Mais c'est pas quelque chose sur lequel t'as plus envie de prendre la parole ou d'en parler plus, de storyteller davantage pour qu'on... Tu vois, figure-toi que, figure-toi que j'ai pensé... parce qu'il y avait Miss Monde, etc., tout ça... Et j'en avais parlé à Carole aussi, justement, de pouvoir... je voulais justement mettre en avant aussi ce côté-là que j'assumais pas forcément, mais tu sais, de poser avec ma cicatrice, montrer aux gens que on peut être différente. Et je pense que maintenant, j'ai envie de le faire plus et de se dire, ok, les filles, c'est pas grave. Enfin, tout le monde est... Tu peux réussir en étant différente, en ayant une cicatrice. Et c'est ce qui fait de toi aussi... Enfin, ta beauté, tu vois. Et je pense que c'est un truc que je vais travailler, ouais. J'ai envie d'inspirer plus comme ça, et aussi d'inspirer de prévenir tout ce qui peut se passer, parce qu'on n'en parle pas trop, et c'est des choses, c'est vrai que on n'en entend pas trop parler, des tumeurs borderline. Pourtant, ça arrive quand même assez souvent. Et comme c'est asymptomatique, enfin, c'est dur, en fait, de se dire... Mais en même temps, on peut pas faire des... Enfin, tu vois, on peut pas dire à tout le monde, allez faire une écho, tac, 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 tac. Tu vois, c'est comme si à chaque personne faisait un gros bilan complet de tout. Mais tu sais qu'il y en a, je crois que j'ai vu ça. Alors, c'est pas très bon de faire des IRM, des scanners, des trucs, des machins, c'est pas bon pour notre santé, pour notre corps. Mais si je dis pas de bêtises, t'as quand même des gens aux US qui sont quand même assez aisés, qui se font des scans intégrales du corps, genre une fois par an, quoi. Tu vois? Moi, ça me rassurait. Ah, mais moi aussi. Mais moi, je signe direct. Après, je pense que c'est pas donné, tu vois. Non, puis même à la France, ça coûterait beaucoup trop cher. Ah non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais oui, moi, ça me rassurait. Car même faire un bilan complet, mais de tout. Parce que là, on fait des bilans complets. Moi, je sais tout ce qu'il y a comme... Ouais, mais nous, on ne veut pas savoir. Ne nous dis pas, on ne veut pas... Donc, on va être dans le déni pour l'instant. Mais des fois, c'est bien aussi d'être dans le déni et de ne pas psychoter surtout. Oui. Parce que sinon, tu vis plus non plus. En fait, c'est ça. Si tu manges ci, si tu manges ça, et le cholestérol et le diabète, c'est le truc. C'est pas possible. Toi, ça t'a rendu plus sensible à ça? T'as plus d'angoisse peut-être liée... Des fois, t'es un peu parano. Oui. Ouais, En fait, tu parles à quelqu'un de très hypochondriaque, donc je comprends. Mais c'est vrai que quand t'es confronté à la maladie tout le temps et que tu vois les gens malades, des fois, tu dis, j'ai ça comme symptôme. Est-ce que j'ai ça? Bah oui, mais surtout toi, ça peut se comprendre. Tu l'as vécu, t'as été en plus infirmière pendant le Covid, t'as vécu cette épreuve qui est quand même hyper impactante, voire traumatisante. Enfin, tu t'en rappelles, quoi. C'est pas un truc que t'oublies. Donc forcément, je comprends que des fois, ça te revient. C'est un automatisme. Encore maintenant, il y a des trucs qui me reviennent des fois. Je comprends. mais des fois, c'est bien aussi. Tu réfléchis justement. Parce qu'il y a des gens, ils sont un peu trop aussi, je m'en foutisse. Mais... moi, je les envie tellement, ces gens-là.
Oui, mais bon, il faut aussi des personnes comme nous qui rappellent aussi aux entourages. Des hypochondriaques. À l'entourage, écoute, fais ça, fais ce bilan, fais ci, fais oui, ça. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Mais bon, quand même. Moi, j'ai des amies, une en particulier à laquelle je pense, elle ne va jamais chez le médecin. Ah ouais. Jamais. Il y a plein de personnes comme ça qui ont peur. Mais aussi, c'est parce qu'ils ont peur. Elle s'en fout. Ah, elle s'en fout. Elle a confiance. Elle se pose pas mille questions. Je vais bien. Ouais, voilà. Peut-être que du coup, ça l'aide aussi à aller bien. Mais bien sûr. Mais moi, je pense persuadée. Que tout est ici. Hein. Alors, beaucoup, ouais. Je pense malheureusement, on déclenche beaucoup de choses. Comme Caroline Receveur, je sais pas si tu avais vu son podcast aussi. Elle a parlé qu'elle avait déclenché son cancer. Mais beaucoup de personnes, pour moi, déclenchent des choses, que ce soit un cancer ou autre chose, mais des maladies, des grosses maladies comme ça. Oui, je pense que ça ne vient pas comme ça. On va dire que ça vient pas que de l'aspect psychologique. Moi, j'ai pas mal de médecins dans ma famille, donc ce genre de discours, ils l'entendent pas forcément, tu vois, mais je comprends. Mais parce qu'ils sont aussi dedans. Exactement. C'est différent. Mais je pense que effectivement, il y a beaucoup de liens aujourd'hui qu'on n'est pas encore capable d'expliquer, tu vois. Mais si tu regardes la médecine chinoise, indienne, etc., eux, ils ont déjà fait ce rapprochement-là, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense c'est les deux. Je dis pas qu'il y a que le psychologique, mais une grosse partie pour moi aussi. Oui, clairement. Et donc, pour revenir à nos moutons, tu es donc infirmière, en plein Covid. C'est l'éclat total. Il faut bien en rigoler parce que sinon... Voilà. Ça y est, c'est fini, heureusement. Oui, voilà. Reprenons nos sourires. Donc, période assez sport. Tu rentres dans cette profession-là, tu te rends compte de la réalité des choses. En plus, Covid, machin. Donc, comme tu dis, il y a des gens qu'on peut pas sauver, qu'on peut pas mettre en réa parce que plus de lit, plus de machin. Et donc, un beau matin ou un soir, je sais pas, tu vas nous dire, tu reçois ce message qui, tu ne le sais pas encore, va littéralement transformer ta vie, quoi. Non, mais c'est fou parce que c'est la réalité, quoi. Oui, il me dit comme ça, maintenant, c'est vrai que tu te rends compte un peu du... Parce que tu n'es plus infirmière. Non. Voilà. Donc, ça a littéralement transformé ta vie, quoi. C'est vrai. Oui, c'était, je ne sais même plus d'ailleurs, c'était un soir, je crois que c'était dans l'après-midi, j'étais en pause et je reçois un message et je lui dis, allez, en fait, quand t'es dans ta routine et que justement t'as ton train-train quotidien, je me suis dit, pourquoi pas changer un peu tout ça et partir dans ce projet-là qui reste au début. Tu sais pas ce qui va t'attendre, donc tu te dis, allez, je le fais. Et en plus de ça, t'as tous tes amis à côté qui disent, mais si, qui sont à fond, ouais. Ils vivent la procréation, fais-le pour nous. Mais oui, c'est ça. Et finalement, après, je vois que tout le monde aussi prend goût à l'aventure et me suit et croit en moi, parce que c'est ça aussi le plus important de ce qu'il faut dire, c'est que les personnes, c'est fou parce que moi-même, je pensais pas, tu crois pas en toi à ce point-là. Enfin, j'étais pas en mode, bien sûr que si, je vais gagner. Bien sûr. Parce que je suis trop belle et tout. Non, c'est justement parce qu'il y a des gens qui te disent, mais tu vas y arriver, tu peux y arriver et tout. Je suis sûre que t'as le potentiel. Et là, tu réfléchis, tu te dis, ah ouais, tu penses, j'ai le potentiel et tout. Et finalement, après, t'es pris dans le truc et... je savais pas du tout défiler en talons. Parler en public, c'était une catastrophe. Je déteste ça. Et être en premier plan de tout, je détestais aussi. Donc, en fait, pourquoi ? Je ne sais pas. Bah oui. Mais finalement, en fait, je pense que j'aime bien me dépasser aussi et sortir de ma zone de confort. Et en fait, je pense que c'est ce qui manquait aussi, c'est ce truc-là de dire, ok, Agathe, arrête d'être... renfermée sur toi et tu vois je pense que c'était quelque chose qui était fait pour moi pour me booster un peu et finalement j'ai pris sur moi, j'ai évolué aussi, j'ai appris à marcher en talons, j'ai appris à parler en public et des fois c'est toujours un peu compliqué aussi, il faut l'avouer que je crois que c'est la deuxième peur des gens, hein. C'est dingue, ouais. C'est dingue, ouais. Mais je comprends. J'avais vu ça avec un coach justement pour partir à Miss Monde, on en avait parlé, il me dit mais c'est fou, mais tu sais que personne n'aime parler en public, hein, et que même des grands hommes d'affaires, etc. Bien sûr. Et hommes politiques, on ne dit pas aussi, mais qui sont coachés de la mais mort. Bien sûr. Parce qu'ils sont comme ça avant de prendre la parole et tout. Mais c'est fou. Donc non, ça m'a aidé sur ça. Enfin, sur plein de trucs, quoi. Sur tout, sur la confiance en soi, la façon de s'exprimer, l'image que j'avais aussi de moi-même, parce que finalement, ça aide à te bien dire, sûr. à te l'estime sentir, de soi et tout, ça doit être fou. sentir valorisé aussi. Après, c'est un concours de beauté, donc il faut aussi parler des deux aspects, forcément. T'es comparé, tu te compares aussi à des belles filles qui sont à côté de toi et tu te dis, ah, mais en fait, elle est trop belle, moi je suis pas assez bien et tout. Et c'est là où il faut aussi se former,
réussir à se dire mais en fait ça va, je suis ici, c'est que je mérite d'être ici, c'est que j'ai ma place, c'est que en fait je suis aussi assez bien, etc. Et oui, c'est un milieu qui peut être un peu des fois destructeur si t'es pas assez bien entouré aussi, je pense. Oui, puis en plus, en vrai, de vrai, je pense que vous pensez toutes la même chose. Je pense que vous êtes toutes en train de dire « Oh, mais elle est trop belle, je suis pas aussi belle. » Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous avez toutes ce même ressenti. Et, Bien sûr. Bah, en fait, oui, on n'est jamais à 100% confiante. Sinon, mais oui. Comme tu es dans un concours, forcément, à un moment donné, tu es obligé en fait, de regarder tout le monde et en même temps, tu es obligé de te dépasser aussi. C'est ça qui est bien, c'est qu'on te met dans un truc où tu es obligé de dire bah, je suis là et je mérite d'être là. Et voilà, c'est aussi la présence sur scène, c'est aussi tout. Enfin, c'est un ensemble de choses qui font que tu es élu à ce moment-là, quoi. Mais c'est un vrai truc, tu vois. Moi, j'ai reçu maintenant quelques Miss France, quelques Miss. J'étais pas du tout au fait de cet univers-là, tu vois, des personnalités, des femmes, de leur parcours, machin. J'avais pas trop de connaissances. Je m'étais pas intéressée plus que ça, tu vois. Et en fait, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais attends, mais c'est déjà je trouve que toutes les Miss, vous êtes toutes, je sais pas, hyper, il y a un truc de assez simple et en même temps très, vous êtes intelligentes, vous avez toutes des beaux parcours, des belles valeurs. Je sais pas, je trouve que en fait, je me suis dit, chapeau, quoi. Ce n'est pas que des enveloppes physiques, c'est vraiment bien plus que ça. Ils choisissent vraiment des personnalités avec une vraie histoire. Tu vois, les nanas, à chaque fois, je me dis, putain, encore une belle personnalité, tu vois. Et c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ça, tu vois. Et du coup, je suis contente de pouvoir donner la parole aux Miss dans mon micro dans mon podcast, parce que je trouve qu'on s'aperçoit vraiment de la personnalité des personnes, du parcours, de leurs opinions, de tout ce qu'elles ont à partager, à transmettre. Et je trouve que franchement, chapeau, quoi. Ils vont chercher des sacrées nanas. Je sais pas quel est ton ressenti, toi, qui a évolué là-dedans. Bah, comme tu dis, on est des personnes simples, mais en même temps qui gardons peut-être les valeurs, des belles valeurs, parce que vraiment. C'est un milieu aussi où on est jugé sur notre physique. C'est la première chose qu'on regarde, puisque t'es une Miss, donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, la plupart, quand tu vois toutes les Miss France actuelles, tu vois Marine L'Orphelin, Amandine Petit, Clémence, Diane, enfin toutes, elles ont un parcours incroyable. Elles viennent toutes d'un milieu différent aussi. Et en même temps, elles réussissent toutes à leur manière, à leur façon, et elles gardent leurs valeurs. Ouais, c'est fou. Mais c'est trop bien, parce que je pense qu'il y a plein de nanas aussi qui peuvent s'identifier et se dire, en fait, c'est possible, tu vois, d'arriver à ça. Oui. Et c'est hyper inspirant. Et comment ça se passe concrètement? Parce que donc là, on parle de l'avant et de l'après ce message. Mais concrètement, dans ta vie, comment ça se passe? Tu reçois ce message, vous vous appelez... Tu sais, moi, ça m'intrigue tu fais quoi? Tu claques la porte de l'hôpital, tu dis ciao les gars, je me casse. Je démissionne. Non mais voilà. Tu vois comment ça se passe? Est-ce que tu gères les deux en parallèle? Ouais, bien sûr. Tu vois? Ouais, en fait, tu démarres petit, c'est normal. Donc tu démarres avec un concours local. D'abord, c'est un casting, donc déjà, il faut être prise au casting pour participer à l'élection. D'accord, ok. Donc déjà, il y a ça. Donc je vais au casting avec ma meilleure pote, c'est tout qui m'a suivi dans tout ça, qui m'amène, qui dit mais si, ça va aller, machin. Trop bien. Ouais, on y va. En fait, le jury qui est présent, donc là, t'as 7 personnes devant toi qui te regardent défiler. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc c'est assez... horrible. Ouais. Tu te dis, t'es un peu stressée. Ah bah oui. Et puis, tu vas te présenter. Donc devant eux, te présenter pourquoi t'es là. Et moi, je suis là pas parce qu'on m'a demandé de venir, quoi. Ouais, c'est clair, c'est vous qui m'avez appelé, non? Bon. Non, mais en fait, faut te dire, voilà, qui te motive à aussi participer. Et moi, comme je te dis, je déteste déjà prendre la parole, que ce soit en public ou même devant cette personne que tu ne connais pas. Et à partir de là, au final, ça s'est bien passé, même si les jurys restent assez neutres, hein, tu sais pas trop comment ça se passe. Après, ils te renvoient un message en te disant que tu es prise pour participer. Je participe à l'élection, toute ma famille vient me voir sur place, mes amis et tout, avec des pancartes, tout ça. Et je défile. Quand je revois les images, je me dis que c'était catastrophique, mais... ne sois pas si dur.
Mais en même temps, voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner ce soir-là. Et après, bah, voilà, ça s'est enchaîné. Je me souviens encore Anne-Sophie, donc la déléguée du comité Miss Nord-Pas-de-Calais, qui dit à mes parents mais elle a un potentiel de fou, votre fille et tout. Et mes parents, ils étaient là, mais qu'est-ce que vous me dites? Déjà, ils étaient dans tous leurs états, les émotions et tout. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que en fait, tu te prends au truc, tu te prends au jeu. Et c'est vrai qu'ils connaissaient pas non plus du tout le milieu des Miss. Et ma maman me dit encore maintenant, j'ai été plus choquée de quand elle a été élue Miss Amandinois que la suite. Ah bah ouais, c'est normal, c'était vraiment fracture, le moment la toute première fois en fait, oui. Le tout premier bouleversement. C'est ça. Et donc voilà, après élue Miss Amandinois et après donc je continuais mon métier en parallèle. Donc ça c'était en 2022, j'ai été élue en mars 2022 et après je continuais donc à travailler et je devais faire beaucoup de changements avec des collègues d'ailleurs qui ont été très conciliants à l'hôpital, qui m'ont aidé parce qu'en fait il y avait beaucoup de galas. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a énormément de galas. Donc, en fait, on doit venir, quand tu es élu, tu dois venir participer au prochain gala, donc de la prochaine élue. Parce que dans les élections, il y a toujours un show de Miss. Donc, les Miss qui sont élues dansent. Donc, il y a les candidates et il y a les Miss qui sont déjà élues et qui dansent. Ouais. Et donc, je devais être présente à chaque gala, essayer d'être là à chaque fois. Donc j'avais beaucoup de changements à faire et je venais quasiment tous les week-ends faire les élections. Et en même temps, ils me mettaient un peu quand même la pression en mode c'est quand même bien d'être là, de vous montrer. Voilà. Et c'est vrai que, comme je dis, tu te prends au truc et t'as envie... moi, j'avais envie de tout donner. Enfin, j'avais envie aussi de... Tant qu'à faire le truc, fais-le à fond. Bien sûr. Donc après, ça s'est enchaîné jusque... Donc ça, c'était en mars. Et après, octobre 2022, c'était l'élection régionale. Et c'est là où, après, je suis partie à Miss France. Et là, donc, tu as dû quitter ton boulot à ce moment-là ou... Donc, j'avavais dit à ma cadre que, en fonction des résultats... Alors, t'expliques, Sandrine. Séverine, c'est presque ça. Ah, tu vois, je suis presque. Non, mais du coup, j'avais dit, je vais mettre une dispo de 3 mois. Et même l'hôpital avait été très sympa et tout, parce que normalement, il fallait 3 ans, je crois, d'expérience pour pouvoir se mettre une dispo. D'accord. Machin. Ouais, mais là, donc, ça faisait que 2 ans. Ouais. Oui, c'était exceptionnel. Du coup, ils m'ont dit OK. Et finalement, donc la dispo de 3 mois, après, je suis pas revenue, quoi. Je suis juste revenue dans le service, j'ai dit je vous aime, mais je m'en vais. Bah oui. Ça devait être un kiff, mais ultime, non? Enfin, c'est quand même un changement. C'est un kiff, mais en même temps, ça fout les jetons, quoi. T'as eu peur? Parce qu'en fait, tu quittes la sécurité de l'emploi. Tu vois, oui. Tu quittes un truc où on te dit tous les mois, t'es sûr de travailler. Enfin, tu travailles et t'as ton salaire. Mais tu quittes un truc pour justement essayer un truc nouveau. Et puis, mais c'est ce qui est beau aussi, hein. C'est ce qui est kiffant dans ça. C'est clair. Hein. Donc après, pendant toute cette année-là, du coup, j'avais tous les galas dans le Nord-Pas-de-Calais à faire. Donc c'est aussi pour ça que je pouvais pas faire les deux, c'était impossible. Et puis je suis rentrée chez Talent Lab, donc une agence d'influence. Et puis le mannequinat, oui, parce que j'avais pas parlé du mannequinat, mais en fait infirmière, donc je faisais pas du tout de mannequinat. Et ça s'est développé juste quand j'ai commencé les Miss. Je faisais forcément des shootings photos avec des photographes lillois, etc. Et il y en a un qui a envoyé mes photos à une agence de mannequinat, sans me le dire. Non. Si. Mais il est trop mignon. Bah ouais, je sais pas, mais en fait, je pense que... c'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Franchement. Bah oui, grâce à lui, mais merci beaucoup. Bah ouais. Bah, je pense que d'une manière ou d'une autre, t'aurais trouvé une agence. Il serait venu te chercher à un moment donné, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, c'est gentil de l'avoir fait, quoi. Et après, forcément, ça a découlé de ça, du mannequinat et des Miss. En fait, ça s'est fait un peu en parallèle. Quelle vie tu mènes? Et donc aujourd'hui, c'est quoi ta vie? Tu fais quoi de ta life? C'est quoi ma vie? Et justement, c'est une vie assez trépidante, je dirais, parce que en fait, c'est pas, la routine n'existe pas. On adore. On adore, ouais. On adore ou on déteste par moment, mais c'est vrai. La stabilité aussi est pas forcément présente. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux avoir d'un seul coup, on te dit, t'as un shooting photo pour telle marque et tout.
et des fois, c'est des belles marques. Là, tu vois, j'ai fait L'Oréal il y a pas longtemps, je fais des trucs assez sympas. Et en fait, tu te dis, c'est génial, mais par moment, voilà, c'est toujours un peu décousu, quoi. Parce que forcément, tu fais des castings, tu sais pas si t'es pris. Et puis, des fois, c'est un mois avant, on te dit, t'as tel shoot et tout, ou même une semaine avant, etc. Et c'est toujours un peu comme ça. Mais c'est ce qui est cool aussi. Et puis, je suis très contente de pouvoir découvrir ce milieu et être dedans, quoi. Et c'est que en France ou des fois tu peux être appelé pour aller à l'étranger, là il faut aller dans 3 jours à tel endroit, c'est une possibilité aussi? Ouais, moi beaucoup à Marrakech, mais ouais. Pourquoi? Ils aiment bien. J'ai une agence là-bas et puis ils aiment bien aussi les blondes, etc. D'accord. Ouais, le côté européen. Et ça peut être moins à l'étranger, moi, parce que mes agences elles sont plus sur Paris, etc. Et que je suis moins développée à l'international. Mais par la suite, c'est un projet aussi que j'aimerais développer et pourquoi pas aussi aller ailleurs, ouais. Oui, parce T'aimerais aller où, toi? En vrai, un peu partout. Partout. Ça me dérange pas d'aller visiter. J'aime bien voyager. Tu m'étonnes, c'est génial. Ouais. Puis même des projets à l'international, c'est toujours un petit peu... ça fait rêver, quoi. Ouais, ça fait rêver, carrément. C'est génial. Tu découvres la ville, t'es logé. Ouais. Puis l'aventure est différente. Ouais. La culture, tout, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez bien entendu, hein nous voulons des projets pour Agathe à l'étranger. Et cette tenue que tu portes là, qui est absolument magnifique. J'aime bien, c'est vrai. J'adore. C'est quoi? C'est pas un ensemble, hein. C'est toi qui as... Ça, c'est Au Bonheur de Sophie, une petite boutique à Lille. Ah, mais je connais pas. Forcément, je n'habite pas à Lille. Mais la marque, je sais plus, parce que c'est un concept store, donc il y a plusieurs marques regroupées. Mais trop joli. Et c'est toi qui... Donc, par exemple, question que je me pose, donc il faut que je la pose, il faut que je sache, parce qu'à chaque fois que j'ai des miss, elles sont trop bien sapées. Je suis là, putain, mais elles sont préparées ou qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toi qui te prépares toute seule pour tes interviews, etc. Ou on te donne pas, par exemple, tiens, tu vas porter tel bijou, telle tenue, etc. Non, moi je fais tout toute seule. Après, on a été quand même beaucoup formés à se maquiller, etc. Donc tu sais, au bout d'un moment, tu sais te maquiller toute seule et même limite, tu préfères parce que tu sais doser à ta façon, etc. Ils font pas des concours mini-miss? Pour les miss petites. Moi, non, je veux pas faire de concours du tout, mais j'aimerais bien apprendre, tu sais, genre, je sais pas, il y a plein de choses, par exemple, à me maquiller nickel, parce que moi, je fais vraiment, vraiment à l'arrache. Les cheveux, pareil, les tenues, franchement, pareil. La posture. Tu vois, moi, je me tiens, vous tenez toujours hyper bien. Moi, je suis trop comme ça. Ah ouais, vos postures, mais à chaque fois, je me dis, purée, elles ont des sacrées postures, quoi. Mais je pense que vous ne vous en rendez pas compte. Mais oui, on sent qu'il y a eu vraiment une éducation là-dessus, une formation là-dessus. Et je trouve que le rendu est incroyable. Enfin, ça donne vraiment... Non, mais vraiment, je me dis, mais il faut vraiment que je me fasse former, tu vois, par des coachs de Miss pour justement avoir plus cette posture. Moi, j'ai tendance à être très nature, très comme ça, tu vois. Mais j'ai plus envie. Je peux te dire. Non, je comprends, mais je pense que ça se fait au fur et à mesure peut-être des élections, des trucs. Mais bien sûr. Oui, parce qu'en fait, on est quand même un peu formés, on nous dit un peu, voilà, forcément, il faut... Quand tu rencontres des gens tout au long de l'année, tu dois quand même être un minimum présentable. Oui. Non, mais oui. Même si c'est pas de base dans ta nature. Enfin, après, je pense que aussi c'est quelque chose qui se fait naturellement dans le sens où t'es tellement dans un milieu un peu, t'arrives dedans et tu vois, même tu vois toutes les filles à côté. C'est du mimétisme. Ouais, je pense qu'on se dit ouais. Et après, tu le prends, ça devient naturel dans votre quotidien. C'est ça. Ton entourage, est-ce qu'ils t'ont dit que tu avais une attitude différente ou une posture différente depuis que tu étais dans les Miss? Non, tu vois. Après, peut-être que je prends aussi en fonction, je m'adapte aussi en fonction des, pas des milieux, parce que j'aime pas dire ça, mais non, mais si, peut-être de ce que spontanément, ouais. On le fait tous un peu, quoi. Enfin, parce que normal. tu reprends vite ton naturel, c'est-à-dire quand je suis avec mes potes d'enfance, je me tiens aussi, tu vois, genre, je fais pas gaffe. Mais c'est intéressant. Peut-être que justement, c'est là où moi, je le fais pas assez. Je suis peut-être trop pareil tout le temps. Tout le temps, non. Je ne m'adapte absolument pas. Voilà. Non, mais c'est vrai que... tu vois, tu t'as donné une idée de créer, pourquoi pas, entre Miss, une formation. Oui.
Mais moi, franchement, si demain tu lances ton académie de posture, formation, toute image, j'y vais, j'arrive. Ah non. Non, mais je pense qu'on en a besoin, tu vois. Enfin, nous, je sais pas, on est plein dans ce milieu à pas savoir faire et pas à ne pas être accompagné, tu vois. Parce que t'as les Miss, bon, c'est encore à part, t'as les créatrices de contenu, t'as des influenceuses, t'as des entrepreneuses. Moi, je fais partie de la team des entrepreneuses, même si j'ai un média, etc. Ce n'est pas du tout dans mes compétences, en fait. Je ne sais pas faire. Ouais, et pourtant, tu prends quand même la parole. Enfin, oui. Tous les jours, tu viens, Sans problème. Alors ça, j'adore. Moi, tu me mets devant 2000 personnes. Aussi. Ah, mais oui. C'est fou. Plein. Donc, finalement... Ouais. Tu sais pas. Bah non, mais voilà, je sais pas mystère. Mais tu vois, j'ai vu, je suis allée, c'était à Lille, d'ailleurs ça s'appelait, avec le groupe AGP, je sais pas si tu connais. Oui. C'est les femmes entrepreneurs justement. Oui. Et ils faisaient une grande comment dirais-je ne sais plus, un grand événement, une conférence, où ils regroupaient pas mal de femmes entrepreneuses et qui racontaient leur parcours, tout ça. Et pour autant, tu vois, c'était pas forcément des femmes qui prennent la parole tous les jours, etc. Et qui étaient là en train de parler d'elles normalement et sans avoir d'entraînement et tout. Et bien nous, sûr. on était tout comme ça. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, parler devant plein de gens, moi, ça me dérange pas, j'adore. Moi, tu me donnes le micro d'entrée en scène, c'est bon, j'adore. C'est fou. J'adore. Mais par contre, j'aimerais quand même faire évoluer ma posture, mon allure, etc. C'est quelque chose qui me plairait de faire évoluer. Ouais. Mais des coachs ça existe, mais oui, hein. il doit y en avoir. Moi, pour Miss Monde, j'ai eu un coach que ce soit en élocution, en élocution, mais aussi en posture. Donc, il m'apprête à parler. Et en même temps, les gestes, tout. Bon, après, forcément, j'ai pas fait assez long. Il faut continuer. Je pense qu'il faut vraiment un suivi peut-être un peu plus long. Mais c'est hyper intéressant de savoir justement comment te tenir en fonction de ce que tu dis, de ce que tu fais, de ce que tu vas dire. Mais complètement. Je pense que je vais... c'est trop bien. Sur ma to-do. Il faut que je le fasse. T'as un petit mot devant toi, surprise, qui n'est pas de ma part. En fait, chaque invité qui passe à mon micro écrit un petit mot pour la suivante, mais elle ne sait jamais qui est la prochaine invitée. D'accord. Et toi, tu ne connais pas forcément l'invitée précédente. Donc, je t'invite à découvrir ce petit mot, à nous le lire, super. Et puis à répondre à ce petit mot en direct. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, ce serait lequel et pourquoi? J'aime bien. Ouais, c'est très... je pense que ça serait le moment où j'ai été élue Miss Amandinois, peut-être. Parce que c'était vraiment le tout premier... le tout premier concours que j'ai fait, les toutes premières impressions aussi que j'ai vues de la part de mes proches, tout ça, de voir aussi énormément d'émotions sur leur visage, beaucoup de joie et de fierté aussi. Et moi-même, c'est un moment fou. Enfin, sur le coup, je savais pas ce qui se passait. Et pourtant, c'était dingue, quoi. C'était, ouais. Donc, je dirais ça. Et ouais, c'était ouf, quoi. C'était ouf. Trop bien. C'était le début de ta nouvelle vie. Mais c'est dur de choisir un moment, parce qu'en fait, il y en a tellement... Oui, et en plus, t'es jeune, donc tu vas en vivre tellement d'autres aussi. Ouais. Plein de choses t'attendent. Ouais, c'est sûr. Et mis à part faire des potentiels projets shooting à l'étranger, etc., est-ce que tu as d'autres projets? Alors, continuer là dans le mannequinat et l'influence, parce que c'est ce qui me plaît aussi. Et puis, je suis engagée dans 2 associations contre le cancer et contre les enfants hospitalisés en général. Donc, il y a Jeune Espoir à Lille, qui est contre les cancers pédiatriques, qui soutient les cancers pédiatriques. Et c'est que du bonheur, c'est l'association créée par Omar Sy. Et en fait, c'est des actions qui comptent pour moi, puisque on va rendre visite aux enfants à l'hôpital, leur donner un peu de sourire dans ces moments qui sont pas faciles, et aussi penser à toutes les familles qui sont là. Je trouve ça très important de toujours être là. C'est des moments qui sont compliqués. Je sais ce que c'est aussi d'être dans la maladie. On a besoin de ces moments-là, de réconfort, et d'être soutenu et entendu aussi. Donc, j'espère que je pourrai aussi intégrer d'autres associations et continuer à soutenir ces enfants hospitalisés. Et ça te permet de réenfiler ta blouse blanche. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Ça me permet d'être à l'hôpital et de revoir un peu tout ce milieu-là, qui compte aussi pour moi.
Trop bien. Eh bien, écoute, on te souhaite énormément de bonheur par la suite. Merci. Petit truc qu'on fait, d'ailleurs, j'ai oublié avec l'épisode précédent, l'invité précédente. Est-ce que tu auras un message à passer pour les auditrices qui nous écoutent, qui sont pour la plupart des femmes, qui se posent des questions sur leur parcours professionnel, etc. Elles ont envie d'oser, mais parfois elles n'osent pas parce que ça fait peur, parce que si, parce que machin. Mais elles se posent beaucoup de questions sur leur place dans leur vie professionnelle, dans leur parcours. Certaines ont envie d'entreprendre, certaines ont envie de tout changer, certaines ont envie de voyager, enfin bref. Ouais. Du coup, je t'invite à leur passer un dernier message en regardant la petite caméra pour celles qui regarderont l'épisode sur YouTube. Ouais. Eh ben, à vous toutes les femmes et nous, j'avoue que je vous dirais d'oser, de faire ce que vous avez envie. Et si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites actuellement, si vous ne vous sentez pas à votre place, je pense que c'est le moment où il faut se dire « Ok, maintenant, je change, je passe à autre chose, j'ai envie de faire ça, je le fais. » Et inspirez-vous aussi de toutes ces femmes qui entreprennent, qui créent des marques, qui font aussi tout ce qu'elles ont envie, parce que moi aussi, ça m'inspire. Et je pense qu'on peut réussir, il suffit juste de croire aussi en vous, parce que c'est hyper important, et ne pas se dire que c'est impossible, et voilà, genre oser, et vous allez y arriver. Yes, on adore ça. Et n'oubliez pas évidemment de suivre le podcast, que ça soit sur les chaînes d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast, ou bien la chaîne YouTube, et de liker la vidéo si vous avez aimé, poser des questions à Agathe si vous le souhaitez. En tout cas, merci encore d'être là, et merci à toi Agathe pour cet échange. C'était très très cool. C'est génial. Très belle continuation à toi. Merci. Salut.